Bonjour à tous, bienvenue dans le débat du jour. 3 sujets seront débattus avec mes deux invités. Une première depuis 40 ans, 2 motions de censure, près de 40 ans. 2 motions de censure à l'Assemblée cet après-midi, peut-être le dernier round avant l'été dans l'affaire Benalla. En attendant, Christophe Castaner a été auditionné ce matin et s'est désolidarisé de Vincent Crase et le licencie. Il n'a que 10 ans, il est mis en examen après l'incendie meurtrier d'Aubervilliers, fait rarissime. L'enfant avait été laissé seul dans un appartement. Pourquoi cette mise en examen choque-t-elle? Et puis explosion d'actes racistes en Italie sur fond de crise des migrants. Une athlète noire née en Italie, blessée à l'œil. Matteo Salvini, ministre de l'Intérieur, nie l'existence du racisme en Italie. Peut-on arriver à ces débordements en France? On parle de ces sujets avec mes deux invités. Damien Abad, bonjour. Député de l'Ain, vice-président du groupe LR à l'Assemblée, merci d'être là. Olivier Véran, député LREM de l'Isère. Bonjour. Bonjour. Avant de parler des motions de censure et de l'audition de Christophe Castaner, messieurs, on va s'arrêter sur votre réaction. J'aimerais connaître votre réaction par rapport à cette actualité, cette explosion d'actes racistes en Italie. On l'a appris hier soir, les réseaux sociaux s'insurgent, la presse également. La dernière en date, c'était cette athlète noire, Daisy Ossaku, j'espère que c'est comme ça qu'on prononce. Elle est née en Italie, elle a été blessée à l'œil, sa cornée a été abîmée. Elle risque de ne pas pouvoir participer au championnat d'Europe la semaine prochaine à Berlin. C'est une lanceuse de disques. La réaction du ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, il nie le racisme, il dit au contraire, ce sont les 700 migrants qui commettent... Non, ce sont les migrants qui commettent 700 délits par jour qu'il faut pointer du doigt. Écoutez la réaction de l'athlète. Malheureusement, les hommes politiques ont le pouvoir d'influencer les gens avec leurs propos, avec les réseaux sociaux, avec la télévision. S'ils alimentent la crise et qu'ils rejettent la faute sur les minorités, les gens vont commencer à le croire, à se persuader que les minorités sont à l'origine de leurs problèmes. Alors la haine va continuer à grandir et on verra de plus en plus d'actes comme celui qui m'a touchée. Ben oui, on verra de plus en plus d'actes, d'autant plus qu'il y en avait eu ce week-end. Un Marocain battu à mort, un Sénégalais battu également, roué de coups au cri de sale nègre. Messieurs, quand même, à votre avis, est-ce que les politiques, justement, ils ont cette part de responsabilité dans leur discours? Oui, et d'autant plus en Italie, et d'autant plus M. Salvini. Oui. Et pourquoi? Et en Italie, c'est à côté de chez nous, on y va en vacances. Il y a une responsabilité historique encore plus forte lorsqu'on est ministre de l'Intérieur d'un pays comme l'Italie. Hier, ce même ministre a tweeté une citation empruntée à Benito Mussolini le jour de l'anniversaire de Benito Mussolini. Est-ce que le ministre de l'Intérieur peut réagir comme ça? L'histoire se répète, l'histoire peut dangereusement se répéter. Et la multiplication des actes racistes qui ont cours en Italie, mais dans d'autres pays également, sur la frontière est de l'Union européenne, doit non seulement nous alarmer, nous inquiéter, mais nous engager en tant que pays européen et pays fondateur de l'Europe. Et voisins de l'Italie, à être vigilants. Bien sûr, il y a un respect de règles internationales qui s'impose à tout pays membre de l'Union européenne. Il y a des clauses, des capacités de contrôle. Moi, je pense qu'il faut traiter la chose avec le plus grand sérieux et surtout ne pas laisser penser qu'on s'en désintéresserait parce que ça ne se passerait pas chez nous. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Cet athlète a malheureusement raison. Je suis absolument désolé. J'ai honte comme Européen quand je vois ce type de scène et quand j'entends ce type de propos tenus par des responsables politiques d'un pays comme l'Italie. Damien Abad, votre réaction par rapport à ces actes racistes qui se multiplient en Italie? Écoutez, oui, je partage la même chose que mon collègue. Je pense que c'est un amalgame inacceptable qui a été fait par le ministre italien parce que je crois vraiment que c'est d'abord un acte inqualifiable, d'intolérance absolue et ça montre bien que le racisme ne peut pas être banalisé. Et que le discours populiste aussi, le discours populiste libère sur le terrain. Oui, mais il faut bien différencier les choses. Bien sûr que le discours populiste libère sur le terrain. Il faut d'un côté avoir et condamner ces actes de la manière la plus dure possible parce que ce sont des actes inadmissibles. Il faut condamner aussi les propos parce que ces propos ne sont pas acceptables. Et puis au-delà de cela, il faut ne jamais banaliser le racisme. Et au-delà de cela aussi, quand on a un responsable politique, les mots ont un sens, les mots ont du poids. Et que donc c'est important qu'on ne s'exprime pas à tort et à travers, et surtout qu'on ne fasse pas d'amalgame entre d'un côté la situation des migrants, qui doit
conduire à une politique en Europe, et de l'autre, malheureusement, ce qui est arrivé à cet athlète noir. Et la presse a révélé une dizaine d'autres cas en moins de 2 mois. Ça, c'était pour le dossier en Italie. Venons-en à cet enfant de 10 ans, en France, mis en examen après l'incendie meurtrier à Aubervilliers. Fait rarissime, l'enfant a été laissé seul dans un appartement. On oublie de le dire, seul dans un appartement. Est-ce que ça vous choque, Olivier Véran, qu'un enfant de 10 ans soit mis en examen pour ces faits? Tout me choque et tout me rend profondément triste dans ce qui s'est passé à Aubervilliers. Une tristesse infinie d'apprendre qu'une femme enceinte est décédée, que 3 enfants avec elle. Tristesse infinie de savoir qu'un enfant de 10 ans se retrouve mis en examen pour avoir mis le feu à un torchon qui a fait prendre le feu ensuite à un appartement. J'ai pu comprendre qu'il avait ouvert la fenêtre, qu'il avait appelé au secours, mais qu'il avait été débordé. Traumatisé par cela. Je suis moi-même père d'un enfant de 8 ans. Vous voyez, entre 8 ans et 10 ans, il n'y a pas un écart d'âge. Vous le laissez seul de temps en temps à la maison? Non, je ne laisse pas mon enfant de 8 ans seul à la maison. C'est aussi la question qu'on se pose. Je ne laisse pas. Bien sûr que c'est une question. Bien sûr, mais c'est à la justice. Pourquoi laisser seul son enfant à la maison? Ce sera à la justice. Vous savez, je ne suis pas procureur. C'est à la justice de déterminer les conditions dans lesquelles les choses se sont déroulées. Est-ce qu'il y avait intentionnalité ou non? Est-ce que cet enfant était habituellement laissé seul? Quelle est la responsabilité des parents, de chacun, etc. Mais franchement, un sentiment profond de tristesse de toutes ces vies sacrifiées, celles qui ont été perdues dans un incendie, et celle de cet enfant qui aura beaucoup de mal à s'en remettre, j'imagine aussi. Damien Abad, votre réaction par rapport à cet enfant? On a envie de se demander où sont les parents, non? Oui, ce qui est choquant, ce n'est pas la mise en examen. Ce qui est choquant, c'est l'absence des parents. C'est le fait de laisser un enfant seul de 10 ans dans un appartement. On ne parle pas des parents. Alors l'enfant, en ce moment, il est chez son père. Mesure d'éloignement, il est chez son père, donc pas à Aubervilliers. Mais la mère, on n'en parle pas. Voilà. Donc il y a des questions qui se posent. Je pense qu'il y aura de toute façon des mesures éducatives qui seront prises. Il y a déjà une mesure d'éloignement qui a été faite, mais sauf qu'on aboutit à un drame terrible. Et moi, je veux aussi saluer l'engagement de nos pompiers, parce qu'on voit bien comme ça intervenir. Il y a malheureusement eu des victimes, il y a aussi des gens qui ont été sauvés, soit par la solidarité du voisinage, mais soit aussi par une intervention des pompiers. Exactement, et je rebondis sur ce que vous dites, parce que souvent, on n'a pas assez applaudi ces jeunes qui ont aidé à la fois cet enfant de 10 ans qui a crié par la fenêtre quand il a mis le feu, et les jeunes ont grimpé pour aller le sauver parce qu'il était en danger, mais aussi ces jeunes qui ont sauvé d'autres personnes âgées. On écoute ce témoin. Qui est venu, la police est venue très rapidement. Avec les policiers, on a aidé les personnes âgées à descendre. Ça a duré très très longtemps. C'était interminable avec la fumée, donc la plupart on a été intoxiqués. Pendant que les pompiers venaient, nous on descendait les personnes âgées. Et voilà, personne n'a réfléchi sur le moment. Entendre un petit crier, voilà, on est monté les 17 étages. Les héros, c'est les jeunes de la cité, en tout cas, moi je suis fier d'eux. Parce que sans leur intervention, le bilan a pu être réellement plus lourd et beaucoup de personnes âgées qui ne pouvaient pas descendre. Voilà, en tout cas, on salue ces jeunes. Vous avez parlé de cet acte héroïque des jeunes. Ces jeunes, et si je peux me permettre, n'oublions pas les pompiers. Parce que les pompiers sont parfois caillassés dans des quartiers et autres. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de voir le rôle que jouent les pompiers et leur mission de sécurité civile qui est fondamentale. L'ensemble des équipes de secours d'ailleurs aussi. SOS médecins, les pompiers, les médecins, les urgences. Absolument. C'est un vrai sujet dans les cités. Un vrai sujet. On attendra de savoir en tout cas s'il est décidé de juger l'enfant devant un tribunal d'enfants et il ne pourra pas être sanctionné pénalement parce qu'il a 10 ans, mais il pourra peut-être avoir des mesures éducatives, on en parlait, ou réparation, admonestation, placement, on le verra. Dossier à suivre. 2 motions de censure à l'Assemblée cet après-midi, une première depuis près de 40 ans. Messieurs, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop là? Non mais franchement, est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Damien Abad, on va pas trop loin. Pardon, je vous pose la question. J'ai même pas fini ma phrase, je vous dis on n'en fait pas trop. J'ai presque envie de vous retourner la question. C'est-à-dire ceux qui aujourd'hui le mettent sur la place publique, ce sont aussi les médias. Mais vous savez, est-ce que c'est pas notre rôle aussi? Bien sûr. Et puis s'il y a motion de censure, c'est parce que les médias sont là pour relayer. Bien sûr. Mais la question qui est posée, ce n'est pas la question du cas personnel de M. Benalla. Ce sont les dysfonctionnements qui sont révélés derrière ceci. C'est le fait d'avoir un pouvoir personnel, isolé, jupitérien, qui fait qu'on vient défier les institutions de la République. Aujourd'hui, la police est défiée. Aujourd'hui, les armées sont défiées. Moi, je pose simplement cette question. Comment se fait-il que le président de la République ait pu, en 5 minutes, écarter le général de Villiers pour une parole malheureuse et qu'il ait gardé à ses côtés pendant des semaines et des semaines M. Benalla? C'est le 2 poids 2 mesures qui est inacceptable. C'est la transparence finalement à la carte qui est inacceptable. C'est la fin de la République exemplaire, c'est la fin du nouveau monde et c'est surtout un système politique qui aujourd'hui est défaillant et sur lequel nous devons effectivement corriger ses failles et ses défaillances. Olivier Véran, ça va vous surprendre, je ne partage pas l'avis de mon collègue Damien Abad. C'est une grande surprise. Transparence à la carte. Comme lui, j'ai connu des motions fin de la République de censure. Exemplaire. Comme lui, j'ai connu des motions de censure, mais qui pouvaient faire sens sur le plan politique. Parce que finalement, il me vient une citation de Shakespeare. Quel besoin y a-t-il que le pont soit plus large que la rivière? C'est dans une pièce de théâtre de Shakespeare qui s'appelle, je ne l'ai pas inventé, Beaucoup de bruit pour rien. Si vous me permettez de filer la métaphore footballistique,
On est en train de dire qu'on s'apprêterait à censurer le Premier ministre de la France parce qu'on aurait découvert qu'un membre de l'équipe de l'Élysée aurait eu un comportement individuel déplacé. Ça revient un peu à dire qu'on va enlever la deuxième étoile à l'équipe de France parce qu'on s'est rendu compte qu'un membre de la préparation physique des Bleus se serait pris pour un médecin ou pour un membre du service de sécurité. Non mais je veux dire, ça n'a rien à voir. Pardon, la motion de censure s'adresse au gouvernement et au Premier ministre de la France. C'est vrai. Là... Est-ce que ça veut dire justement qu'il n'y a plus de moyens? C'est le seul moyen de pouvoir réagir ça veut dire l'opposition. Parce qu'à la base, il faut quand même rappeler que la motion de censure est faite pour renverser un gouvernement. Ça s'est vu le 5 octobre 62 sous Pompidou, ça n'a plus jamais, et on a déjà eu plusieurs centaines de motions de censure, ça n'existe plus. Donc, est-ce que c'est parce qu'il ne reste plus que ça? Donc, un Parlement affaibli, qui n'a pas de moyens? Mais non, le Parlement a des moyens, et on l'a bien vu. Enfin, les oppositions ont fait un blocage sur la réforme constitutionnelle. On ne pourra pas donc réduire le nombre de parlementaires avant l'été, mais on le fera sans doute, j'ai aucun doute là-dessus, à la rentrée. Mais si vous me permettez, pardon d'être un peu taquin, mais là, l'opposition, pour le coup, c'est un peu un MacGyver, mais un peu low cost. C'est-à-dire, vous leur donnez 3 boulons, un tournevis, ils vous construisent un char d'assaut. Mais généralement, le char d'assaut construit comme ça, il ne va pas très très loin. Opposition MacGyver, mais opposition unie quand même. On le voit justement avec ces motions de censure. D'abord, deux choses. La première, c'est que... c'est pas pour freiner la réforme constitutionnelle. Je rappelle que s'il n'y avait pas eu ces rappels au règlement, s'il n'y avait pas eu l'opposition, il n'y aurait pas aujourd'hui de commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale, ni au Sénat d'ailleurs. Donc l'opposition est dans son rôle. L'opposition est dans son rôle de pouvoir, de contre-pouvoir, et c'est normal. Et moi, je ne suis pas pour un Parlement faible, je suis pour un Parlement qui fasse son travail pleinement et en totalité. La deuxième chose, au-delà de la question de la réforme constitutionnelle, c'est aussi ce qui est révélé derrière tout cela. Oui, on dépose une motion de censure, bien sûr, pas pour renverser le gouvernement, nous sommes minoritaires. Pourquoi? Pour mettre le gouvernement devant ses responsabilités. Au nom de l'article 40 de la Constitution, le gouvernement détermine et conduit la politique de la nation. Qu'est-ce qu'on a vu depuis le début de cette affaire? On a vu un Premier ministre qui est allé au Tour de France. On a vu un ministre de l'Intérieur absent. Et on a vu un ministre des Relations avec le Parlement qui préfère aller à la buvette de l'Assemblée que dans l'hémicycle. On va l'écouter tout. Et donc, ce que nous disons, c'est qu'on a besoin d'avoir cette vision. Le Premier ministre, ce n'est pas le directeur de cabinet du Président de la République. Et que donc, il y a une expression politique. Et au-delà de l'expression politique, c'est aussi une alerte par rapport à l'exercice du pouvoir aujourd'hui. On ne transforme pas la France tout seul. On ne transforme pas la France en se prenant pour le roi soleil. Et c'est ça la réalité aujourd'hui. C'est l'exercice. Non, c'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec moi qu'on mélange. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand j'ai entendu tout à l'heure la question de la motion de censure, où vous avez dit, mais finalement, presque, vous nous interdiriez de le faire. Eh bien, vous savez, les motions de censure, elles ont tous du sens. Elles sont toutes respectables. Il y en a eu d'ailleurs contre des gouvernements de droite. Et c'est aussi la démocratie qui s'exprime et on doit respecter celle-là, Damien Abad, est assez compliquée sur la forme, parce qu'il y en a deux. Il y en a une qui vient de la gauche, avec une partie de la gauche, et le Front National. Et puis il y en a une qui vient de la droite, que le Front National va voter aussi. Si j'ai bien compris, le PS votera sa motion, mais pas la vôtre. Vous allez voter votre motion, mais pas l'autre. Pardon, mais si vous avez compris comment ce truc-là fonctionne, c'est qu'on vous l'a mal expliqué. Franchement, on va se retrouver dans l'hémicycle tout à l'heure. Évidemment que l'opposition est fondée à pouvoir déposer des motions de censure. Évidemment qu'elle est fondée à le faire. Mais vous me diriez, on dépose une motion de censure parce qu'on estime que la politique du gouvernement en matière de politique économique, de politique sociale, ne convient pas et qu'elle est dans votre pays. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Vous déposez une motion de censure pour dire qu'un collaborateur de l'Élysée a une action individuelle qui aurait été déplacée. Avant même que la justice se prononce en plus. Permettez, Olivier Véran, c'est ce que dit effectivement la majorité. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Le fait qu'on dise que voilà, l'opposition, ça fait 1 an que l'opposition aurait pu, par exemple, déposer une motion de censure sur un autre sujet de politique générale, et ça n'est pas. Rassurez-vous, ça viendra. Parce que la réalité de la rentrée sociale va être terrible. Quand vous voyez effectivement l'augmentation de la CSG pour des millions de retraités, quand vous voyez les Français qui aujourd'hui consomment beaucoup moins, d'ailleurs les chiffres nous le montrent, la consommation est à tonne. Cet été, et vous le verrez, il y aura moins de dépenses des Français. Pourquoi? Parce que leur pouvoir d'achat a été rogné, parce que leur fiche de paye, le salaire net va diminuer. Ce qui est en train d'arriver avec le prélèvement à la source, à la rentrée, va être terrible aussi. Donc sur le plan économique et social, il y a aussi beaucoup de choses à dire, bien entendu. Mais il faut bien distinguer les étapes. Là, il y a une étape politique qui est la question du mode de gouvernance. Je rappelle que certes, Emmanuel Macron a été élu président de la République, mais il y a aujourd'hui 70% en fait, des Français qui sont représentés qui vont voter la motion de censure. Dans la réalité, si vous regardez les chiffres de l'élection présidentielle, 70% des Français... Vous rejouez l'élection présidentielle, c'est à 600 000 voix près. On ne rejoue pas l'élection présidentielle, on dit simplement qu'il faut respecter le pluralisme des opinions. Et que ce pluralisme des opinions, il est important. Je rappelle juste cela. Le macronisme, il a été élu sur une promesse
celle de dépasser les clivages. Et aujourd'hui, vous faites l'exact inverse. Vous vous repliez sur vous-même dans un système de parti. Votre réaction, Olivier Véran, et ensuite on va écouter Olivier Castaner. Je ne veux même plus que réagir. Pardon, ça nécessite plus qu'une réaction. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. En termes de pouvoir d'achat, M. Abad, en termes de pouvoir d'achat, très bien. Il y a 23 millions de Français qui ont vu 2 lignes de cotisation salariale, cotisation chômage. Je vous ai écouté. Je vous ai écouté. 23 millions de Français ont un gain de pouvoir d'achat extrêmement important. Les personnes qui sont bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé, les bénéficiaires du minimum vieillesse, tous les Français, les 80% de Français qui voient leur taxe d'habitation supprimée en 3 fois. Excusez-moi, mais en termes de pouvoir d'achat, on n'a certainement pas de leçon à recevoir. C'était un objectif majeur et les Français s'en rendent compte progressivement. Ça se met en place sur 2 ans. Bon, alors on va encore voir une fois, en tout mais cas. vous avez le droit. Encore une fois, vous avez le droit d'exprimer une opposition. Je fais juste remarquer que la motion de censure est là pour censurer l'action du gouvernement et que vous vous appuyez pour ce faire sur l'action individuelle d'un collaborateur de l'Élysée. L'occasion fait le larron. Vous avez on verra ce que ça donne. Messieurs, vous serez à 15h à l'Assemblée. Coagulation du Front National avec les oppositions, M. Abad. Vous serez aussi à 15h à l'Assemblée. Vous serez à 15h à l'Assemblée. On va voir la gauche qui a voté avec le FN, la droite qui vote avec le FN, la droite et la gauche qui ne votent pas ensemble. C'est intéressant de voir justement le ralliement des oppositions. Juste un instant, on va écouter Christophe Castaner, qui a été entendu ce matin. Je vais vous faire réagir après justement à son audition. Christophe Castaner qui a dit que Vincent Crase ne peut en aucun cas prétendre avoir une arme au nom de la République en marche. Il a été auditionné au Sénat, pas à l'Assemblée. On sait qu'à l'Assemblée, la commission a volé en éclats. On écoute Christophe Castaner. Le rapport de l'IGPN précise que les images vidéo sont beaucoup plus parlantes s'agissant de M. Crase pour qu'il porte d'armes de catégorie B, constitue l'un des chefs d'inculpation. Et dans ce cadre, je ne doute pas que la justice puisse permettre d'établir les faits. Mais je pense qu'il y a un faisceau d'indices suffisant pour qu'il ait été mis en examen dans ce cadre-là. Mais je rappelle évidemment la question de la présomption d'innocence. M. Crase ni quiconque ne peut aujourd'hui prétendre avoir une détention d'armes et du coup user de ses fonctions à la République en marche pour prétendre cela. Alors Christophe Castaner, il s'est désolidarisé complètement de Vincent Crase. Il était notre invité le 19 juillet. Il a tout de suite condamné la faute grave de la part de Vincent Crase. Est-ce qu'on a avancé finalement avec cette audition ce matin, à votre avis, Damien Abad? Surtout, c'est l'inverse de ce que vient de dire le président de la République. En fait, on retombe dans la République des lampistes, où on dit on charge un tel ou telle personne pour ne pas reconnaître cette faute collective. Au-delà de cela, ce que je note, c'est que le Sénat peut faire son travail. C'est bien dommage qu'à l'Assemblée nationale, on n'ait pas pu avoir cette audition. Et puis au-delà de cela, je note l'impossibilité pour M. Castaner de continuer dans cette double fonction de président de la République en marche et de ministre des Relations avec le Parlement. Et vous pensez que ça on ne peut pas être jugé parti, bien sûr. Que ça l'a pénalisé. Et on voit bien aujourd'hui le dysfonctionnement. Vous pensez que c'est pour ça qu'il n'a pas été à l'Assemblée nationale? C'est pas que pour ça, mais ça est lié. Parce qu'il ne peut pas à la fois répondre en tant que délégué de la République En Marche et ministre des Relations avec le Parlement. On ne peut pas être jugé parti dans tout cela. Et donc je pense qu'on a besoin d'une clarification. Et on ne peut pas s'asseoir et piétiner du matin au soir les institutions. Secrétaire Véran, c'est ce qui monte un peu justement cette double fonction de Christophe Castaner, qui est à la fois patron de En Marche et qui est à la fois secrétaire d'État en charge des relations avec le Parlement. On dirait que ça l'a empêché justement d'intervenir au Parlement, qu'il aurait peut-être même démissionné un peu de ses fonctions et laissé la place au Premier ministre pour réagir à ces sujets. Pardon, mais Christophe Castaner était présent dans l'hémicycle. J'étais extrêmement présent dans l'hémicycle ces dernières semaines. Il était présent tout à fait à son rôle. Il était présent ce matin à l'audition au Sénat. Il s'est exprimé de façon extrêmement claire. Moi, honnêtement, je ne vois pas le problème. Encore une fois, on voit bien que l'opposition essaye de tirer sur tout ce qu'elle peut là, aujourd'hui, pour essayer de démontrer, faute d'avoir pu monter une affaire d'État, sauf d'avoir pu parler de police parallèle, sauf d'avoir pu mener le projet d'un grand complot à l'échelle de la nation à son terme, voyant que l'affaire, finalement, est l'affaire d'un homme ou de 2 hommes et pas l'affaire d'un système ou d'un réseau, essaye maintenant de s'accrocher à d'autres éléments pour continuer d'alimenter la chronique. Franchement, je ne crois pas que ça nous tire tous vers le haut. Et moi, je suis assez gêné, je vais vous le dire. Il y a une commission d'enquête parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat dont acte. Mais je ne suis pas procureur. Moi, je crois en la justice de mon pays. Vous n'êtes pas procureur non plus comme journaliste. Nous ne sommes pas procureurs, monsieur Abad. Et je pense qu'à un moment donné, il faut aussi ne pas interférer avec des affaires de justice. Mais est-ce que Olivier Véran, juste un instant, Christine Kelly n'est pas procureur, je vous l'accorde. En revanche, les journalistes jouent un rôle de contre-pouvoir. Sans les journalistes, cette affaire ne serait pas sortie. Mais personne ne dit que vous ne devez pas en parler. Voilà, donc est-ce que chacun n'a pas justement son rôle à jouer? Bien sûr, mais l'opposition est dans son rôle, les journalistes sont dans son rôle, les procureurs sont dans leur rôle. L'un n'empêche pas l'autre. Bien sûr, mais il est sorti pendant l'espace de 3 jours. J'étais ici, toutes les heures, une info, qui n'en était souvent pas une. Et souvent contradictoire. Et il ne suffit pas d'employer le conditionnel pour pouvoir
se préserver de toute responsabilité. C'est ça que je veux vous dire. C'est que par endroit, on a pu monter l'idée ou sortir. C'était celui qui aurait l'info la plus rapide. L'appartement fait 300 mètres carrés ou il en fait 80. Les travaux ont été démarrés pour lui. Est-ce que ça n'empêche pas que dans le fond du fond, il y a quand même une interrogation? Ou il l'avait pas. À la fin des fins, je suis désolé, l'information globale est un peu nébuleuse et se perd. Et moi, je pense que l'emploi du conditionnel ne suffit pas quand on est en situation de responsabilité. Et c'est pour ça que je fais confiance à la justice de mon pays et je souhaite qu'on ne mélange pas tous les rôles. Et je suis moi-même pas très à l'aise quand on me met dans la position d'un procureur qui doit déterminer qui a fait quoi et avec tel niveau de responsabilité. Voilà, maintenant... Finalement, il y a des questions auxquelles on n'a toujours pas de réponse. Qui a missionné Benalla? Qui a missionné Vincent Kras? Quel était le rôle précis de Benalla? Un travail d'enquête. Tout ça, c'est un travail d'enquête, effectivement. Chacun et vous en rendrez compte comme journaliste et je le commenterai comme politique. Mais on est en train d'anticiper la justice. Et je crois qu'il faut et de la rendre. Chacun est dans son rôle. Et de la rendre. Et ça pose problème. Il ne faut pas mélanger les genres. Là où je rejoins Olivier Véran, c'est que je crois qu'il faut effectivement que la justice fasse son travail, qu'il y ait enquête et en cours, et on n'a pas, nous, à juger. Est-ce que ça empêche à l'opposition de faire son travail? C'est ce que je suis en train de vous dire. Pardon. C'est que c'est bien différent de la commission d'enquête. Une commission d'enquête parlementaire, c'est un outil d'ailleurs qui est entre les mains pas simplement de l'opposition, qui peut aussi être utilisé d'ailleurs par la majorité et qui permet sur tel ou tel sujet. Je rappelle que sans les commissions d'enquête, peut-être qu'on n'aurait pas pu bien répondre à un certain nombre de scandales alimentaires qui ont déclenché par exemple des commissions d'enquête ou autres. Donc elles ont une utilité importante. Ce travail-là, ce que je regrette simplement, c'est qu'il y a un manque de sérénité dans cette commission d'enquête à l'Assemblée nationale. Parce que la vérité, c'est que la République En Marche n'en voulait pas de cette commission d'enquête. La vérité, c'est qu'on n'a pas fait les auditions. Rapide, monsieur Abad. Il a fallu 6 mois sur l'affaire Cahuzac, il a fallu 3 jours. Mais ça, vous le direz à vos anciens amis socialistes. Qu'est-ce qui va au-delà de cela, la question qui nous est posée quand même aujourd'hui, c'est que on voit bien que finalement, on nous avait vendu la loi sur la confiance avec les élus, la transparence, la République exemplaire, il y a 1 an. Oui. Et on voit aujourd'hui le résultat. Qu'est-ce qu'ils nous disent les Français? Mais finalement, le président de la République, il est comme les autres. Il n'est pas mieux. Alors, demain, mercredi, fin des sessions au Parlement. Vendredi, le chef de l'État part en vacances, vous aussi peut-être. Qu'est-ce qui va rester de cette histoire? En un mot et en un mot, avant de terminer. Moi, je souhaite d'abord un bon été aux Français. Je souhaite qu'ils puissent se reposer. Je souhaite qu'ils puissent s'aérer, s'évader un peu l'esprit. Je leur souhaite de partir en vacances pour ceux qui ne sont pas partis. Et qu'il ne reste rien de cette histoire. Mais non, pas qu'il ne reste rien de cette histoire. Que le Parlement continue son travail normalement, qu'on puisse réformer les institutions de notre pays comme nous aurions voulu le faire la semaine dernière. Et nous l'avons été bloqués. Ça sera fait en septembre. Voilà, la commission d'enquête a été accordée après 30 rappels au règlement. Il y en a eu 270 après que la commission d'enquête ait commencé son travail. C'est toute la nuance entre la volonté de faire la transparence et la volonté de faire une affaire politique. Qu'est-ce qui va rester de cette histoire, Damien Abad? L'avenir nous le dira. Ce qui restera, c'est cet exercice autoritaire du pouvoir. Ce qui restera, c'est cette manière finalement de vouloir exercer la responsabilité tout seul. Ce pouvoir présidentiel qui se croit surpuissant et tout-puissant. Il faudra en tirer toutes les leçons. En tout cas, messieurs, merci d'être venus sur ce plateau. On suivra avec attention ces 2 motions de censure qui n'ont aucune chance d'aboutir, mais on écoutera le Premier ministre à 15h et tout de suite le 13h avec Barbara Klein.